Ma mère vivait donc à Kfar Chabad et moi j'ai au moins pendant 2 étés de suite fait de la yeshiva à Kfar Chabad. Carrément. Vous voyez où ça mène, hein? Ouais, je me souviens même la première année j'étais dans une yeshiva yéménite, c'était dingue. Je ne sais même pas ce qu'il y avait en commun entre moi et cet endroit. C'était dingue, c'était dingue. Stéphane Fraisse, bienvenue en Israël. Alors vous êtes ici parce que vous avez été invité par le producteur Dan Lefkowitz pour jouer la pièce La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors j'imagine, vous l'avez déjà joué beaucoup en France, la jouer ici en Israël, ça a quelque chose de symbolique pour vous? Oh oui, oh là là, on touche à tous les symboles même. On touche à tous les symboles par moi et ma vie, par celle de Romain, par ce qui imbibe au fond ce qu'on a tous les deux en commun, lui et moi, c'est-à-dire le judaïsme. Il l'a vécu d'une certaine manière toute sa vie, mais il était profondément juif. Et je le suis aussi pour d'autres raisons et d'une autre manière. Et tout ce labyrinthe dans lequel nos vies s'engagent depuis nos naissances, toutes ces recherches, toutes ces incompréhensions, tous ces tumultes, toutes ces questions sans réponse, s'inscrivent de manière tellement évidente pour moi dans ce texte et dans l'œuvre en général de Romain Gary, que oui, venir ici a beaucoup de sens. Moi, ma mère vivait ici, donc elle est partie il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et donc c'est vrai que c'est particulier. C'est la première fois que je vais en Israël, d'ailleurs, depuis sa disparition. Et cette représentation, d'ailleurs, je devais normalement la faire devant elle. Elle vous avait vu déjà sur scène? Elle m'a vu il y a une vingtaine d'années, quand je jouais avec Alain Delon, les variations énigmatiques à Paris. C'était la seule fois où elle m'avait vu. Mais elle n'avait pas d'ordi, pas de téléphone, elle vivait dans un moshav très religieux, pas d'internet, pas de connexion avec le monde extérieur. Donc en fait, moi j'étais son fils, mais je n'existais pas vraiment comme acteur. Alors justement, quand vous jouez ce texte, on parle d'amour inconditionnel, de l'amour d'une mère pour son fils qui le porte. J'imagine que vous avez dû vivre, vous, des chemins très différents d'elle, vos chemins se sont séparés. Est-ce que c'est difficile de faire exister encore cet amour mère-fils? Est-ce qu'il existe encore l'amour inconditionnel? Mais c'est deux choses, hein. L'amour qu'elle me portait et la curiosité et l'intérêt qu'elle avait pour ma carrière, où elle m'aimait de manière profonde, intense, irrationnelle, mais elle m'aimait comme une femme orthodoxe peut aimer son fils. Et tout le débat de nos désaccords, de nos conflits, de notre relation parfois houleuse, très chaotique et en même temps pleine d'amour était là. C'est-à-dire trouver sa juste place dans ce rapport-là. C'est-à-dire c'est très bien être juif, mais c'est comment on le vit qui est important. Et on n'arrivait plus à trouver rarement à trouver un espace où on pouvait se trouver dans un échange qui l'engageait elle et moi avant d'engager sa vision du judaïsme et la mienne. Il y a de la déception quand les chemins se séparent entre une mère et un fils. Non, c'est pas de la déception. Non, c'est l'envie tout le temps d'essayer de réparer cette séparation et de la rétrécir et de faire en sorte que le chemin ne s'écarte pas mais se resserre, de trouver tous les moyens, toutes les occasions pour essayer de se dire qu'on peut encore se parler, il faut retrouver du lien, il faut retrouver du langage, il faut retrouver cette capacité à faire passer l'amour qui est entre nous et qui ne peut pas passer si on reste coincé sur nos positions. Moi, parce que je deviens presque un peu excessif dans mon anti-orthodoxie par moment, alors que je ne le suis pas du tout, et que d'ailleurs le film que je suis en train de finir de monter en ce moment raconte justement tout ce débat qu'on peut avoir entre être à l'intérieur et être dehors. Et c'est tout à fait tout le questionnement que tout juif se pose à partir du moment où il sait qu'il est juif. Ça n'engage pas l'amour. L'amour, il était là. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait qu'on continuait à avoir envie de se voir. Et puis il y a d'autres choses aussi. C'était une femme très fragile dans sa tête. C'est une femme qui a été marquée très fort par la Shoah. Une femme, un enfant caché toute la guerre. Alors justement, avoir une maman, je crois que vos deux parents sont enfants cachés. Oui. Je me souviens de vous lorsque vous avez déboulé sur la scène des Césars pour les Chouans. C'était le démarrage de votre carrière.
C'était une façon de dire, voilà, je suis vivant, papa, maman, je suis vivant, je suis là. La petite dû vous prendre comme psychanalyste, en fait. Je sais pas si c'est aussi clair que ça. Je pense qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'essaye de sortir de cette chape dans laquelle ils m'ont, de manière bien involontaire et inconsciente, tenu, parce que c'est pas facile de raconter cette période-là de sa vie. Et peut-être que nous, on ne les a pas assez fait parler, mais en même temps, c'est pas si facile que ça de faire parler des gens qui ont des secrets aussi lourds. Peut-être qu'on avait peur de ça, peut-être qu'on n'était pas armés pour ça, peut-être que ce qu'on nous donnait était suffisant. Moi, je suis un lent, alors je mets beaucoup de temps à faire remonter à la surface les choses qui sont essentielles, voire incontournables pour moi. Et d'où, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie et ma carrière, ce besoin d'aller vers ce qui va m'aider encore un peu mieux à vivre et à me débarrasser de ce surpoids que j'ai reçu. En héritage. En héritage. Héritage, transmission, tout est là en fait. Donc, c'est les thèmes de votre film. C'est le thème de mon film, mais c'est le thème aussi de la pièce que je vais jouer tout à l'heure. C'est-à-dire comment se débarrasser de ce qui n'est pas utile pour garder ce qui est essentiel. Comment se débarrasser de ce surpoids qu'on est sur les épaules. Vous n'en avez pas assez, vous êtes léger, vous pesez, vous êtes dans l'air. Vous ne vous intéressez pas et vous n'intéressez probablement pas les autres. Vous êtes trop chargé, vous êtes écrasant. Pour vous d'abord, insupportable, et pour les autres aussi. Comment trouver cet équilibre qui fait que vous n'avez plus sur vous l'héritage que vous n'avez pas recherché, que vous n'avez pas demandé, la chose qui vous pèse trop. Et je trouve que la vie n'est que ça en fait. Une bataille, une bourse allégée. Alors justement, vous avez joué il y a quelques années, la pièce de Florent Zeller. Là-bas, dans cette pièce-là, vous aviez le rôle du père. Là, vous campez le rôle du fils. C'est la même chose. J'ai été fils, je suis père, et je suis encore fils en plus. Qu'est-ce qui était plus compliqué à jouer ? Ce qui est compliqué, c'est de vivre. Moi, je pense que mon fils, j'ai 3 enfants, mais mon fils, je lui offre l'image d'un père qui a fait la démarche pour essayer de s'accepter, de comprendre et de grandir, mais je grandis avec lui en même temps. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas peser sur les autres d'un poids qui n'est même pas le mien, d'ailleurs, en fait. Et c'est ce que souvent, d'ailleurs, ma mère en particulier a fait, mais c'est pas un reproche, parce que c'était tellement lourd pour cette femme si fragile qu'elle n'était pas armée pour le faire. Parce qu'elle avait une envie en même temps de vivre et un souci de la vie et un amour dans la foi. C'était une femme de croyance. C'est difficile d'avoir une mère pratiquante, religieuse, quand on est dans votre milieu, quand vous faites le métier que vous faites. Je crois que mon métier n'a rien à voir avec ça, en fait. Je crois que c'est simplement dur à vivre quand on n'a pas posé les bonnes questions à l'autre. C'est-à-dire commencer par se poser à soi les bonnes questions. De quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre toujours comme ça, dans le non-dit, dans l'acceptation de quelque chose qui avance quand même ? Ou est-ce que je veux bouleverser les choses ? Est-ce que je vais arriver à toucher un peu plus ce qui est essentiel pour elle et pour moi aussi ? Parce que pour elle, elle en avait besoin aussi. Et je fais d'ailleurs cette démarche avec mon père aujourd'hui aussi un peu. Je l'ai filmé, j'essaie de le faire parler, mais c'est très dur. Enfin, il se lâche, hein, mais même pour moi, je me rends compte que je suis vite limité dans mon approche, de peur de poser des questions qui seraient peut-être finalement pas très... Vous n'avez pas envie de le gêner. Voilà, peut-être ça. Alors justement, vous avez déclaré que vous ne jouerez plus cette pièce. C'est à cause du départ de votre mère de ce monde ? Mais là, il y a quand même un ensemble de facteurs. Je me retrouve à Tel Aviv, donc là où je suis quand même venu beaucoup de fois dans ma vie pour la voir. Je raconte l'histoire d'un homme qui a passé son temps à fuir et à se fuir pour essayer de se retrouver un peu mieux ailleurs. J'ai l'impression qu'ici, c'est cet ailleurs où je dois enfin me débarrasser de pas mal de choses. Me débarrasser de ce deuil, enfin d'une partie de ce deuil, c'est-à-dire de la placer ce soir dans la salle. Déjà que la pièce en soi est chargée d'une telle dose, d'une telle intensité dramatique, une telle émotion, c'est quand même l'histoire d'un fils qui dit à sa mère qu'est-ce que tu m'as écrasé, mais sans toi, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'ai été soutenu par un souffle et une volonté plus grands que la mienne. Et ce cordon ombilical communiquait à mon sang la vaillance d'un cœur trempé mieux que celui qui m'animait. Alors, après avoir joué partout, hein, vous avez vraiment une très belle carrière, vous avez décidé de passer derrière la caméra. Et vous avez eu un succès incroyable avec un truc hilarant. Là. It is miraculous. Voilà, It is miraculous. Et on parle du docteur House. Exactement. Ouais, auquel j'ai ressemblé un peu à une époque d'ailleurs. Ça a cartonné. Ah oui, j'ai fait le tour du monde avec ce court-métrage, c'est fou. En fait, on m'avait proposé un truc fin comme ça,
que j'ai un jour posé sur mon bureau. Et la productrice m'a appelé en me disant « Mais est-ce que vous avez lu ?» Mais moi, je travaillais beaucoup à l'époque. J'avais donc des scénarios qui sont appelés comme ça, qui se mettaient sur ce pauvre petit court-métrage. Et elle m'appelait toutes les 4, 5, 6 mois pour me dire « Vous avez lu ce que j'ai envoyé ?» Et moi, toutes les 5, 6 mois, je lui dis « Attendez, je suis désolé, je le lis là, mais j'ai été débordé. » Et puis de débordement en débordement, il s'est passé presque 2 ans. Et un jour, je l'ai ouvert. Et la première ligne du court-métrage, c'était une femme qui disait à son fils « Je veux voir le Dr House. » Hein? Je vous demandais si c'était pour du cinéma ou de la télévision. Ah non, c'est pour de l'hôpital. Il y a une caméra cachée, tu crois? C'est ça qui vous a donné envie de passer carrément à la réalisation, je veux dire, de longs métrages, parce que là, je crois que vous avez fini le tournage de votre premier long métrage. Ça va s'appeler comment et ça se passe où? Ça se passe en Italie du Sud et ça s'appelle Face à toi. Et c'est face à toi, face à toi, face à toi. C'est un film très juif. C'est possible. C'est pas un film juif au sens que c'est pas un film qui cherche dans lequel j'essaye d'affirmer mon judaïsme, pas du tout. Au contraire d'ailleurs, puisque c'est plutôt quelqu'un qui essaie de se sortir de ce milieu orthodoxe pour trouver un peu d'oxygène en dehors. C'est une famille orthodoxe qui se rend en Italie pour récolter l'étrog, puisque c'est là-bas que Dieu a dit à Moïse d'envoyer des anges pour aller chercher ce fruit qui est un fruit sacré, et pour cette fête, et tout simplement. Et voilà, donc cette famille y va depuis des années, de génération en génération, ils y vont. Et dans cette famille, il y a une jeune fille qui quitte ce milieu, qui a perdu la foi. Et c'est l'histoire de sa rencontre avec un homme sur place, qui est l'agriculteur, qui s'occupe de cette exploitation, et de leur capacité à pouvoir s'émanciper, s'alléger de leur héritage et trouver un chemin de liberté. Et de là va venir une histoire d'amour assez dingue. C'est quand même intéressant que vous fassiez un film sur un sujet pareil. C'est quoi? C'est vos années de jeunesse? Oui. Ma mère vivait donc à Kfar Chabad et moi j'ai au moins pendant 2 étés de suite fait de la yeshiva à Kfar Chabad. Ah, carrément. Vous voyez où ça mène, hein? Ouais, je me souviens, même la première année, j'étais dans une yeshiva yéménite, c'était dingue. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce qu'il y avait en commun entre moi et cet endroit. C'était dingue. Il y a quelque chose qui quand même a laissé des traces en moi. Puis il y a une curiosité pour tout ça, bien sûr. C'est complexe. Alors justement, vous allez bientôt terminer ce projet, en tout cas, j'imagine. Vous avez un autre projet en cours? Je pense que ce que je vis depuis ces dernières semaines m'inspire déjà. Filmé en Israël, peut-être? Ouais, peut-être. Vous aimez le cinéma israélien, vous connaissez bien? J'ai une passion pour le cinéma israélien. Je trouve que c'est aujourd'hui le cinéma le plus vivifiant et le plus qui pose les questions les plus consistantes. C'est un cinéma qui s'attaque à tout, qui s'attaque à l'amour, à la transgression, à la religion, politique, au malaise des collectivités et des individus, à la beauté du monde, qui questionne tout le temps, et qui répond d'une manière tellement singulière, tellement unique. Pour moi, c'est probablement le cinéma qui m'intéresse c'est le cinéma qui m'inspire le plus aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.